Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est 15h local du Caire. C'est le temps donc de notre journal complet en langue française que j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui en compagnie de Fatima Mourad. Fatima, bonsoir. Bonsoir Henny, bonsoir mesdames et messieurs. Alors commençons notre journal par les principaux titres. En marge de sa participation à la COP29, Moustapha Madbouli a eu une série d'entretiens avec nombre de chefs d'État d'institutions internationales. Badra Abdelati s'entretient avec la coordinatrice des Nations Unies pour l'action humanitaire et la reconstruction à Gaza, Sigrid Kaag. La Corée du Nord ratifie un accord de défense historique avec la Russie. À la une donc, de cette édition, c'est le Premier ministre égyptien, Dr Moustapha Madbouli, qui est arrivé en Azerbaïdjan pour participer aujourd'hui à la 29e conférence climatique de l'ONU au nom du président Abdel Fattah al-Sisi. Dès son arrivée à l'aéroport international Haïdar Aliyev à Bakou, le Premier ministre égyptien a été accueilli par le ministre de la Défense azerbaïdjanais. Le Premier ministre doit prononcer l'allocution de l'Égypte, l'hôte de la conférence annuelle de l'ONU sur le climat. En marge de sa participation à la COP29, le Premier ministre Moustapha Madbouli a eu une série d'entretiens avec nombre de chefs d'État et d'institutions internationales. Ces entretiens étaient centrés sur les aspects de coopération dans nombre des dossiers, en particulier la lutte contre les changements climatiques et la transformation verte. Au cours de ces entretiens, M. Madbouli a souligné la profondeur des relations politiques et économiques reliant l'Égypte aux pays participant à la conférence. Lors de sa rencontre avec le président des Émirats arabes unis, Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, M. Madbouli s'est dit fier le partenariat stratégique entre l'Égypte et les Émirats. Il a également affirmé que les deux pays tiennent à renforcer ce partenariat d'une manière qui sert les intérêts des deux pays. Et lors de son entretien avec la directrice générale du Fonds monétaire international, Christina Georgieva, M. Madbouli a loué la coopération réussie entre l'Égypte et le FMI. Toujours en marge de la COP 29, le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli s'est entretenu avec son homologue d'Azerbaïdjan, Ali Assadov. L'entretien a porté sur les perspectives de coopération entre l'Égypte et l'Azerbaïdjan dans les divers domaines. Dr Madbouli a dit que l'Égypte aspirait à augmenter le volume des échanges commerciaux et des investissements avec l'Azerbaïdjan. Il a de même ajouté que l'Égypte aspirait également à optimiser les perspectives de coopération dans un nombre de domaines à priorité, en particulier l'énergie, les transports, les industries pharmaceutiques et la coopération entre les hommes d'affaires des deux pays. Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a reçu le grand imam d'Al-Sheikh Al-Azhar Ahmad Tayyib, président du Conseil des sages musulmans, au début d'une visite dans la capitale Bakou pour participer à la 29e conférence des parties à la conversation cadre des Nations Unies sur les changements climatiques COP29. Au cours de la rencontre, le Cheikh Ahmad Tayyib et le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev ont convenu de l'importance de continuer à mobiliser les efforts internationaux pour maintenir la pression afin de mettre fin à l'agression israélienne contre Gaza et le Liban. Ils ont également rejeté l'empiètement sur les biens de l'Organisation de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. En fait, l'hôte de la conférence annuelle de l'ONU sur le climat, le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, a défendu aujourd'hui le droit des pays à exploiter leurs ressources pétrolières et gazières en ouverture d'un sommet de dirigeants mondiaux à Bakou. Cette COP29, organisée un an après la COP de Dubaï, s'est ouverte hier sur de vibrants appels à la coopération internationale. Les détails avec Shahinaz Ismail. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a lancé que les pays en développement ne peuvent pas répartir les mains vides. Les dirigeants des pays en développement, très représentés à la COP29, plaident mardi pour un accord financier historique sur l'aide des pays riches. Mais la plupart des chefs d'État du G20 sont absents au début d'une des négociations climatiques les plus difficiles depuis l'accord de Paris en 2015.
Ces pays réclament les déculpements, au plus de l'aide financière annuelle versée par les pays développés aux pays du Sud, actuellement d'environ 116 milliards de dollars par an. Des montants jugés irréalistes par des Occidentaux, plutôt enclins à réduire en ce moment leurs dépenses publiques. Cette COP29, organisée un an après la COP de Dubaï, s'est ouverte lundi sur de vibrants appels à la coopération internationale. Tout le monde s'attend à ce que les États-Unis de Donald Trump deviennent l'an prochain l'unique pays à sortir 2 fois de l'accord de Paris. Mardi, Ilham Aliyev, le président du pays, berceau historique du pétrole, a assumé son expression de cadeau de Dieu pour désigner les hydrocarbures qui ont fait la richesse de l'Azerbaïdjan. Il a rappelé que l'Union européenne lui avait demandé de fournir plus de gaz après la crise énergétique de 2022. Toutes ressources naturelles, pétrole, gaz, vent, solaire, or, argent ou cuivre, ce sont des ressources naturelles et on ne doit pas reprocher aux pays de n'avoir et de les fournir au marché, car les marchés en ont besoin. Le chef de la diplomatie égyptienne, Dr Badr Abdelghati, a confirmé la position constante de l'Égypte sur l'autonomisation de l'autorité palestinienne pour assumer ses responsabilités dans la bande de Gaza. Lors de son entretien avec la coordinatrice des Nations Unies pour l'action humanitaire et la reconstruction de Gaza, Sigrid Kaag, M. Abdelghati a examiné les moyens d'intervenir pour mettre fin à la situation humanitaire catastrophique dans la bande de Gaza et pour faire acheminer les aides humanitaires afin de soulager la souffrance des Palestiniens. M. Abdelghati a d'autre part affirmé l'attachement de l'Égypte à poursuivre la consultation avec Mme Kaag, exigeant l'acheminement rapide et durable des aides humanitaires urgentes aux Palestiniens dans la bande de Gaza. Le chef de la diplomatie égyptienne a d'autre part réclamé de presser Israël pour assumer ses responsabilités envers les civils palestiniens dans la bande de Gaza. La défense civile dans la bande de Gaza a annoncé ce matin qu'au moins 14 personnes avaient péri dans plusieurs frappes israéliennes sur le territoire palestinien. Depuis le début de la guerre, Israël assiège les quelques 2,4 millions d'habitants de la bande de Gaza, dont la plupart ont été déplacés et sont menacés de famine. Selon l'ONU, la ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, a déploré hier qu'une grande partie des plus des 2 millions de personnes souffrent de malnutrition et vivent dans des conditions inimaginables. Plus de 43 603 Palestiniens ont été tués depuis le début de la guerre à Gaza, selon les données du ministère de la Santé palestinien. Donc au Liban, où une série des agressions et des frappes d'occupation israélienne ont visé ce matin la banlieue sud de Beyrouth, peu après des appels de l'armée de l'occupation israélienne à évacuer 4 quartiers. Selon l'agence nationale d'information ANI, 10 violentes frappes ont été menées par l'aviation de l'occupation israélienne sur la banlieue sud. Le porte-parole de l'armée en langue arabe avait indiqué peu avant ces agressions, ces frappes, que pour la sécurité des Libanais, ils devaient évacuer immédiatement les bâtiments et ils ont éloigné à une distance d'au moins 500 mètres. Depuis fin septembre, l'aviation de l'occupation israélienne pilonne régulièrement la banlieue sud où habitent entre 600 000 et 800 000 personnes selon les estimations, citant également que plus de 3 240 personnes ont été tuées selon les autorités libanaises depuis le début des affrontements en octobre 2023, quand le Hezbollah avait ouvert le front sud du Liban avec Israël pour soutenir la résistance palestinienne dans la bande de Gaza. Au Yémen, des combattants américains et britanniques ont mené des raids aériens contre des positions des Houthis au sud du gouvernorat du Hodeïda. Deux raids ont visé le département du Dorahimi, tandis que 3 autres ont visé le département du Touhaïta. Ceci intervient après que des combattants américains et britanniques ont mené hier 9 raids contre un camp des Houthis dans le gouvernorat d'Omran, au nord de la capitale Sanaa. D'autre part, l'organisme maritime britannique a rapporté qu'un navire a déclaré que 9 explosions ont eu lieu dans ces alentours à 60 000 au sud-ouest du Hodeïda, sans préciser de dégâts.
Quant à la Corée du Nord, elle a ratifié un accord de défense historique avec la Russie, scellant ainsi le rapprochement dans le contexte de la guerre menée par Moscou en Ukraine. L'agence officielle nord-coréenne KCNA a rapporté aujourd'hui que l'accord a été ratifié sous la forme d'un décret signé par le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Le président russe Vladimir Poutine a également signé ce traité de défense mutuelle. C'est ce qu'a annoncé ce week-end le Kremlin. Conclu au cours d'une rare visite de Vladimir Poutine à Pyongyang en juin, ce traité entre ces deux pays prévoit notamment une aide militaire immédiate réciproque en cas d'attaque contre l'un des deux pays. Selon Kiev, quelques 11 000 soldats nord-coréens seraient donc déjà déployés en Russie, ont commencé à combattre contre les Ukrainiens en territoire russe dans la région de Kursk, dont une petite partie est occupée par les forces ukrainiennes l'offensive depuis août. Le Kremlin, jusqu'à présent, a éludé les questions sur cette présence de renforts nord-coréens. Une frappe russe a endommagé un barrage sur un réservoir de l'est de l'Ukraine, provoquant une montée du niveau des eaux sur une rivière et créant une menace d'inondation pour des localités voisines. En fait, cette attaque menace potentiellement les habitants des localités situées sur la rivière Vovochka, dans les régions de Donetsk et de Dnipropetrovsk. Plus d'explications dans ce commentaire. Le gouverneur de Donetsk a déclaré sur le Telegram que les Russes ont endommagé le barrage du réservoir de Kourakové dans la région. Il a ajouté que cette attaque menace potentiellement les habitants des localités situées sur la rivière Vovocha dans les régions de Donetsk. Le niveau des eaux de cette rivière près du village de Vilika est monté de 1,2 mètre, mais aucune inondation n'a été signalée jusqu'à présent. Ce réservoir est situé près de la ville de Kourakové, qui avait habitants avant la guerre et se trouve actuellement à proximité immédiate du front, dans un secteur où les troupes russes avancent depuis des semaines. Le chef de l'administration militaire de Kourakové a indiqué à un média ukrainien que les eaux étaient montées dans plusieurs villages en aval du réservoir. En juin 2023, un énorme barrage datant de l'époque soviétique situé dans la région de Kherson, au sud de l'Ukraine, avait été partiellement détruit, entraînant le déversement de milliards de litres d'eau en aval et l'inondation de dizaines de villages sur les rives du fleuve Dnieper. L'Égypte et Meta coopèrent pour une expérience VR au musée de Tahrir et des civilisations. En fait, ce projet permettra aux visiteurs de voir des pièces antiques dans leur état d'origine en utilisant des applications spécifiques sur leurs smartphones lors de leur visite des musées. Le ministre égyptien du Tourisme et des Antiquités, Cherif Fathi, a discuté avec une délégation de la société Meta de la mise en œuvre prochaine du projet Instagram Filters au musée égyptien de Tahrir et au musée national de la civilisation égyptienne à Fustat. Ce projet consiste à créer une simulation virtuelle en utilisant la technologie de réalité virtuelle afin de montrer l'apparence originale de certaines pièces archéologiques exposées dans les musées. Ce projet vise à produire une expérience immersive dans les deux musées et à promouvoir davantage le tourisme culturel, a indiqué le communiqué diffusé sur la page officielle du ministère. Les pièces archéologiques ont été soigneusement sélectionnées pour le projet afin de les montrer telles qu'elles étaient il y a des milliers d'années pour refléter les différentes époques de la civilisation égyptienne millénaire. Selon le communiqué, ce projet permettra aux visiteurs de voir ces pièces dans leur état d'origine en utilisant des applications spécifiques sur leur smartphone lors de leur visite des musées. Il est prévu que cette expérience permettra aux visiteurs d'accéder à toutes les informations relatives à ces pièces archéologiques sélectionnées en fonction de leur importance pour illustrer les différentes périodes historiques de la civilisation égyptienne. Selon l'archéologue Ahmad Ahmed, l'intégration des technologies modernes dans les musées égyptiens est devenue une nécessité, d'autant que la plupart des grands musées ailleurs dans le monde possèdent déjà ou développent ces technologies afin d'enrichir l'expérience du visiteur, ainsi que le sensibiliser sur l'importance et de la grandeur de l'ancienne civilisation égyptienne. Il a ajouté que ces technologies ont connu un essor suite à la crise du Covid-19 et les confinements successifs permettant l'accès à la culture malgré les restrictions sanitaires.
Alors, c'était tout pour notre journal. Merci pour votre attention et à la prochaine. Merci Annie. Merci Fatima, merci pour tout le monde. Et bien sûr, rendez-vous demain avec une nouvelle édition d'Entre gens complet en langue française et une nouvelle équipe. À la prochaine.